26 août, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour le journal de TNTV. Tout de suite, les principales informations que nous allons développer. Coup de frayeur ce matin à Faréouté. Une forte odeur de gaz a entraîné l'évacuation de plusieurs entreprises et le déploiement d'importants moyens de secours. Finalement, aucune fuite détectée, mais l'origine de l'odeur reste inconnue. À l'OPH, un guichet unique pour simplifier les démarches face à plus de 4000 demandes de logement en attente, avec 5 ans d'attente en moyenne. L'Office de l'Habitat veut aussi accélérer les constructions après avoir retrouvé l'équilibre financier. Son directeur général Mike Hatchoy est l'invité de notre rédaction. Aux Marquises, le souvenir de Nui reste intact 40 jours après sa disparition tragique à Uahuka. Proches, élèves et habitants se sont réunis à Hivaoa pour honorer la mémoire de la jeune enseignante très engagée pour la langue et la culture marquisienne. Nouvelle suspicion de fuite de gaz ce matin à Papeete. Cette fois, pompiers, policiers et équipes spécialisées sont intervenus du côté de Faréouté. Un périmètre a été évacué le temps des vérifications. Finalement, plus d'inquiétude que de mal, l'activité a rapidement repris dans la zone industrielle. Oriano Tefao et Yann Roy étaient sur place. Faut sortir. Faut évacuer la salle. L'alerte est donnée par des salariés sur leur lieu de travail. Une forte odeur est détectée dans les ateliers. L'entreprise vérifie immédiatement sa propre cuve de gaz sans constater d'anomalie. Mon personnel m'a immédiatement signalé une forte odeur de gaz dans les ateliers. Donc on a fait des contrôles préliminaires et on a tout de suite alerté les pompiers. Notre cuve de gaz au niveau de la carrosserie, tout était OK. Et l'odeur persiste dans l'ensemble du quartier. Donc les pompiers sont venus faire des contrôles et sont actuellement en train de vérifier d'où provient la fuite. À leur arrivée, les secours élargissent rapidement le périmètre de sécurité. Une dizaine de pompiers sont mobilisés sur place. Une évacuation générale est mise en place dans un rayon d'environ 50 mètres. Donc du coup, on a fait des mesures et puis on a fait appel aux Tahiti Gaz qui sont mieux équipés au niveau de détection de gaz. Donc du coup, ils sont venus, on a fait les alentours, ils ont prélevé et puis ils n'ont détecté aucun de fuite de gaz, quoi. Les équipes spécialisées inspectent les alentours avec du matériel spécialisé. Aucune fuite n'est finalement relevée. Après les dernières vérifications, le périmètre est levé et les salariés peuvent reprendre leurs activités. L'origine de l'odeur reste toutefois inconnue. L'OPH repense son accueil client. Pour éviter aux demandeurs de multiplier les démarches sur différents sites, l'Office a déployé des guichets uniques dans 3 communes de Tahiti. Avant de parler plus largement de la situation du logement public avec notre invité, voyez ce reportage de Veimi Tierlo et Veitiarenauta. Fini le parcours du combattant entre différents services. La réorganisation de l'OPH permet désormais aux usagers d'effectuer l'ensemble de leurs démarches auprès d'un seul et même interlocuteur. Aujourd'hui, le principe du guichet unique, c'est de pouvoir traiter toutes les demandes, peu importe dans quel site vous vous rendez. Nous avons 3 agences, une à Travo, une à Papeete et une ici. Peu importe votre projet, l'idée c'est de pouvoir vous servir et vous recevoir dans les meilleures conditions. La constitution d'un dossier OPH nécessite quand même de fournir des pièces, donc on est quand même toujours obligé de revenir avec sa carte CPS, qu'on peut faire en ligne bien sûr. On doit faire une demande de permis de construire pour une demande en faré. Mais à part ça, tout est traité en guichet unique à l'OPH. Peu importe la demande, tout est traité par nos agents. Sur place, les demandeurs viennent finaliser la constitution de leur dossier papier dans l'espoir d'obtenir une attribution lors des prochaines commissions. C'est une demande de logement et parce que l'endroit où nous habitons, c'est trop restreint, on peut dire ça. On a une famille nombreuse aussi maintenant. C'est pas facile du tout. Si ta demande ne passe pas, et j'espère que ça va passer, celui qu'on a, parce qu'on demande beaucoup de paperasse, quoi, on dit ça. Voilà. Sans ça, la commission, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Voilà. Car la pression reste forte. Avec 500 nouvelles demandes chaque année, l'OPH fait face à une attente considérable. Sur toutes nos demandes, actuellement, on a 4000 demandes pour intégrer nos logements sociaux, donc ce qui est très important par rapport à ce qu'on peut offrir aujourd'hui. On va construire par exemple 200 logements sociaux pour une demande de 4000. Le délai moyen d'attente pour intégrer notre parc locatif est de 5 ans.
ce qui est très long. Mais comme je vous disais, on a quand même une demande qui est beaucoup plus importante que notre parc disponible à la location chaque année. Pour faire face aux besoins et renforcer la proximité, l'OPH ouvrira une 4e agence à Punaouia d'ici l'année prochaine. Et les besoins en logement sont nombreux sur le territoire. Le directeur général de l'Office polynésien de l'habitat, Mike Atchoy, est avec nous pour faire le point. Bonsoir. Alors déjà, bonne nouvelle pour l'OPH qui affiche un résultat positif de 218 millions de francs avec un an d'avance sur les prévisions. Concrètement, où avez-vous serré la ceinture ? Alors avant de parler des mesures qu'on a mises en place pour arriver à ça, il faut replacer aussi le contexte. Quand j'ai repris les rênes de l'établissement en 2024, les indicateurs étaient extrêmement dégradés. On avait effectivement plus de 4,5 milliards de dettes fournisseurs. On avait un résultat de l'année précédente à plus d'1 milliard de déficit, avec des déficits chroniques sur l'office. Et donc effectivement, il était urgent de mettre en place une nouvelle feuille de route pour venir remettre effectivement l'établissement sur les rails. Et cette feuille de route, elle a notamment consisté à réduire d'une part les charges et les charges de fonctionnement sur l'ensemble de nos missions. Il ne faut pas oublier que l'OPH aujourd'hui assure de nombreuses missions puisqu'on construit les résidences, on entretient ces résidences. Aujourd'hui, c'est plus de 4200 résidences, logements qu'on entretient chaque année. On s'occupe également des réseaux d'eau, des réseaux usés. On s'occupe également de l'accompagnement des familles. On s'occupe des logements étudiants. On s'occupe de construire les phares sur l'ensemble des îles. On s'occupe également des aides en matériaux. Donc, une charge de travail qui est assez conséquente. Et c'est vrai que l'idée de diminuer les charges était... il fallait aussi relier cette diminution des charges avec notre niveau d'activité. Et donc, on a mis en place des indicateurs comme le coefficient d'exploitation pour se dire que d'ici le 2028, il fallait que notre masse salariale représente au moins la moitié, au maximum la moitié de notre chiffre d'affaires. Et c'est tout l'enjeu qu'on a essayé d'expliquer à l'ensemble de nos équipes et que je tiens à remercier ce soir parce que ces bons résultats, c'est grâce aussi à leurs efforts qui nous permettra bien entendu de poursuivre nos efforts pour construire davantage de logements parce qu'on ne s'arrêtera pas là, bien entendu. Et donc des efforts qui ont été portés par tous avec une réorganisation en interne. Comment a-t-elle été vécue au sein de l'OPH ? Tous les changements ne sont pas simples à vivre, et ça j'en ai conscience, sachant qu'on s'est donné, comme je le disais, une feuille de route qui était courte quelque part, parce qu'on s'est donné 3 ans, mais elle se voulait pragmatique. À l'heure où on a mis en place cette feuille de route, les emplois étaient même presque menacés, puisqu'on était quasiment en cessation de paiement, puisqu'on ne pouvait plus payer nos fournisseurs. Donc là, l'idée, c'était de proposer aux équipes une transformation, mais également un accompagnement dans leur métier, de proposer aussi une organisation qui était centrée sur les familles et nos demandeurs, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Alors, vous êtes repassé dans le vert, mais vous reconnaissez que la situation reste fragile et l'OPH demeure très dépendant des financements du pays. Est-ce que ce résultat positif peut vraiment s'inscrire dans la durée, justement ? On l'espère en tout cas. Aujourd'hui, le modèle de l'OPH, il est financé en tout cas à 100% aujourd'hui par le pays et l'État sur certaines opérations. L'idée, c'est de pouvoir présenter des comptes financiers avec des indicateurs beaucoup plus incitatifs, en tout cas pour les bailleurs de fonds, pour nous permettre à terme de financer certaines opérations sans avoir forcément recours au budget du pays. Ce qui permettra effectivement de construire davantage et d'apporter aussi une certaine autonomie à l'établissement et donc garantir à terme aussi des résultats qui sont consolidés et pas forcément dépendants des budgets que le pays vote chaque année pour le logement. Parmi ces indicateurs positifs, donc les ressources, vous avez appliqué un revenu plancher pour les locataires. L'objectif, c'est de s'assurer qu'ils aient les moyens de payer leur loyer, ce qui n'était pas forcément le cas avant, ce n'était pas forcément appliqué. Il y a une approche qui est différente avec les locataires. Alors l'approche, elle est simple. Il faut se dire que quand on entre dans les logements de l'OPH, il y a effectivement un loyer qui est demandé. Et pour pouvoir payer ce loyer, il faut un minimum avoir un revenu. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer à des familles qui sont en capacité de payer un loyer, un logement pour pouvoir construire leur vie, parce qu'on sait tous que quand on a une famille qui a 2 SMIC, c'est pas toujours simple de trouver un logement, et le logement, c'est aussi le départ d'une nouvelle vie. Et donc on a souhaité effectivement orienter les attributions sur des familles qui sont en capacité de payer leur loyer. Alors, vous avez d'ailleurs livré 535 logements en 2025 et vous en prévoyez un peu plus de 700 cette année. À quel rythme faudrait-il construire pour que la liste d'attente ne cesse d'augmenter ?
Alors, il faut savoir qu'on a chaque année à peu près entre 400 et 500 nouvelles demandes qui arrivent à l'OPH. Donc si on a un rythme de construction qui est notamment sur les farets de 600 farets par an, on a aujourd'hui, à juillet 2026, 700 demandes en attente de commission. Donc l'idée, c'est de rapprocher le stock de demandes en attente de commission du stock du niveau de production chaque année, ce qui nous permettra de réduire finalement le délai de construction à 2 ans, voire moins, si effectivement on maintient ce rythme-là. Mais ce rythme de construction, il est fortement dépendant de notre capacité budgétaire et à financer justement la construction de nouveaux logements. Justement, cet effort de construction doit aussi profiter aux archipels, au-delà de la société, où l'OPH développe de nouveaux programmes. Avant de poursuivre en plateau avec vous, Mike, on écoute les précisions de votre directrice de la construction et du patrimoine, Maeva Shinloy. Elle est interrogée par Veille Mitiarlo et Veille Tcharinauta. Mais les îles ne sont pas oubliées. Donc du coup, on a des opérations depuis 2019 qui tendent à justement créer des lotissements. Donc des petits lotissements d'allant de 7 à une quinzaine de logements dans les îles. Là, en programmation sur 2026, on va avoir beaucoup d'étoilements, des marquises, donc des parcelles qui sont en train d'être viabilisées pour des livraisons de farets l'année prochaine. On est environ, depuis l'année dernière, sur une centaine de logements, donc du coup, dans les îles par an. Alors Mike, dans les faits, vous avez l'OPH a des référents dans les archipels pour accompagner la population éloignée de Tahiti. Dans ces îles et dans ces atolls se pose aussi la question du foncier avec les indivisions. Est-ce que les parcelles viabilisées avec un faré clé en main peuvent devenir une véritable réponse pour les familles qui n'ont pas de terrain disponible ? C'est une vraie réponse. D'ailleurs, je tenais aussi à remercier le pays et notre ministère qui est assez actif pour la recherche de foncier et la mise à disposition de foncier pour du logement social. Et dans les archipels et dans les îles, cette solution elle est tout aussi adaptée parce qu'il s'agit de farés. On n'est pas sur des résidences, on est bien sur des farés, donc qui est adapté au mode de vie aussi des personnes dans les îles. Et donc l'idée, avec l'aide de soutien du pays et le budget qu'il consacre pour les îles, parce que quand on a un programme de construction, il ne faut pas oublier que le pays demande aussi à ce qu'on n'oublie pas la construction des îles dans les îles pour inciter aussi les gens à retourner dans les îles et venir désengorger aussi la demande au niveau de Tahiti. Alors il y a construire, mais il y a aussi entretenir. Vous en avez parlé lorsque vous avez listé la charge de travail, les missions de l'OPH. Certaines résidences sont aujourd'hui très dégradées. On cite celle du domaine Labbé à Pirée qui a pourtant moins de 10 ans. Comment a-t-on pu laisser le parc existant se détériorer à ce point ? Alors, pour entretenir les logements, donc on demande aussi aux locataires de payer des charges d'entretien. Il s'avère que les charges d'entretien ne sont pas forcément payées, ce qui peut effectivement poser une problématique. Ensuite, on a souhaité en 2024 poser à plat aussi le fonctionnement de l'entretien de nos résidences, puisque le Code des marchés publics impose aussi un certain formalisme et le passé des marchés. Ce qu'on a souhaité faire, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, puisqu'on commandait des entretiens sur bonne commande sans forcément avoir une vision globale. Et donc là, l'idée, c'est de prendre en compte effectivement les difficultés par rapport au paiement des charges, mais également d'optimiser notre fonctionnement sur la commande des prestations sur l'entretien pour essayer d'assurer justement cet entretien maximum dans les résidences. Mike Choi, merci pour cet éclairage sur le fonctionnement et la situation de l'OPH. Merci beaucoup à vous. Après l'université, c'est au tour de 60 étudiants de l'Institut Mathilde Frébault de faire leur entrée dans un bâtiment entièrement rénové, 35 en formation infirmière, 25 en formation d'aide-soignant. Après plus de 3 ans de chantier, les enseignements retrouvent donc leur site historique. Un retour attendu face aux besoins importants aux professionnels de santé sur le territoire. On écoute Julien Uric, coordinateur de l'Institut pour la direction de la santé, il est au micro d'Esther Cugnot. Donc c'est un moment de joie, déjà, ça c'est sûr. C'est un moment aussi structurant pour la santé en Polynésie, de pouvoir former des infirmiers, des aides-soignantes en Polynésie. C'est la seule façon de lutter contre le turnover et surtout d'avoir des professionnels qui sont formés à travailler dans notre pays avec leurs particularités, notamment le travail isolé ou certaines maladies tropicales. Donc c'est vraiment une chance pour le pays, la population, et c'est une grande joie pour le service de la direction de la santé. Garantir aux candidats polynésiens les mêmes conditions que dans l'Hexagone. Composer en pleine nuit pour devenir avocat, c'est pourtant ce qui les attend au Centre régional de formation professionnelle des avocats, dont les épreuves écrites débutent le 1er septembre. Pour respecter la simultanéité avec l'Hexagone, ils devront commencer à 1h du matin contre 22h à Nouméa.
La première épreuve longue de 5 heures s'achèvera donc à 6 heures à Tahiti. Une situation dénoncée par Myriana Redarbelo et 7 autres députés ultramarins, dont 2 courriers adressés au gouvernement. Ils réclament des horaires adaptés dès cette session, comme c'est déjà le cas aux Antilles, en Guyane et à La Réunion. Parmi les solutions proposées, décaler les épreuves et isoler les candidats pour garantir la confidentialité des sujets. Plus d'un mois après sa disparition, la communauté marquisienne s'est à nouveau réunie autour du souvenir de Noui, emporté par une vague le 16 juillet à Oahuka. Hier, marqué le 40e jour, une date hautement symbolique dans la tradition catholique, à Hivaoa. Ceux qui l'ont connu et aimé étaient réunis pour faire vivre son souvenir. Mika Delattre sur des images de Mireteato. Noui était une personne merveilleuse. L'émotion était vive à Hivaoa. 40 jours se sont écoulés depuis la disparition de Noui Teikit et Epupuni, le temps qu'il faut selon la tradition catholique pour que l'âme d'un défunt rejoigne définitivement le ciel. La population s'est donc rassemblée une dernière fois. Fleurs, photos, messages personnels, chacun est venu déposer un souvenir, habillant peu à peu un cœur géant installé en sa mémoire. Disparu le 16 juillet dernier, Noui, 28 ans, avait été emportée par une vague sur les rochers de Oahuka. Enseignante et créatrice de contenu, elle s'était fait connaître dans tout l'archipel et bien au-delà grâce à ses vidéos consacrées à la langue et à la culture marquisienne. Une femme dévouée à l'éducation, saluée par tous ceux qui l'ont côtoyée. Oui, c'est une personne lumineuse qui a vécu à 100 à l'heure et qui laisse derrière nous une empreinte indélébile. Et voilà, là c'est Noui. Très engagée auprès des jeunes, très engagée auprès des élèves. C'est vraiment une personne de grand cœur. Un engagement dont ses élèves, eux aussi, gardent le souvenir intact. Je la trouvais merveilleuse, belle. Elle était magnifique quand elle portait des robes, avec ses coiffures, son maquillage. Un grand cœur que sa famille garde précieusement en mémoire. Son sourire, son rire, sa joie de vivre. J'ai vécu plein de choses avec elle, même si tu es dans un bad mood, lorsque tu es présente avec elle, c'est impossible de ne pas rire. C'est ce que j'aime chez nous, donc voilà, elle nous manquera de toute façon. Et c'est bien ce souvenir-là que la communauté marquisienne veut faire vivre. Nous t'aimons, Noui. Place au VAA maintenant avec des nouvelles de nos athlètes engagés au championnat du monde de VAA vitesse. La compétition monte d'un cran à Singapour où nous attend Olivier Huc. Olivier, bonsoir. Plusieurs Tahitiens ont décroché aujourd'hui leur place en finale, c'est bien ça ? Et bonsoir Athéna, en effet, 8e jour de compétition, on approche de la fin et ce soir on va avoir un festival de finale puisque au total 16 finales nous attendent en direct et on commencera pour tout vous dire dans 6 à 7 minutes sur le digital et on prendra l'antenne à 19h30 sur TNTV, mais en tout cas on est sur les finales 2000 mètres et 2500 mètres avec de nombreux virages, donc voilà, il y a des courses à la fois techniques et rapides. Vous rappelez que sur ces 16 finales on a à peu près une douzaine d'équipes de Tahiti qui sont engagés et en gros 6 à 7 médailles d'or possible qu'on espère pour gonfler l'escarcelle de Tahiti qui compte déjà 29 médailles d'or. Vous dire également que lors des qualifications, celles qui ont marqué leur territoire ou leurs ambitions, on va dire, ce sont les juniors filles de EDT puisqu'elles ont battu le record du monde de 6 secondes dans leur demi-finale. Donc on retiendra également que le Team OPT vient de se qualifier pour la finale également. Il manquera à l'appel bien sûr l'équipe de Shell, vous l'avez peut-être vu hier, qui a été disqualifiée à cause d'une bouée, on va dire, mangée lors du deuxième virage. Et puis ce soir on attendra également les Master 40 ans et Master 50 ans de Paddling Connection notamment, qui ont de belles chances de ramener une médaille et on l'espère la plus belle. Au total, je vous le disais, on est à 29 médailles d'or cumulées à la fois les élites et les clubs et ce soir on verra bien, il y aura peut-être 5, 6, 7, peut-être plus de médailles d'or pour Tahiti, on l'espère, pour rester en tête du classement général. Je vous rappelle également les rendez-vous puisque demain il y aura encore
des séries. Et après-demain, on aura la dernière soirée. Ce sera en direct sur TNTV avec cette fois-ci les 500 mètres, les grandes lignes droites avec toutes les courses. Ce sera toutes les finales. Ce sera en prime time sur TNTV. Voilà, Théa, ce qu'on pouvait dire. On se donne rendez-vous dans quelques minutes avec Nahea et Quentin ici du côté de Singapour pour le début des finales. Il y en aura, je vous le disais, beaucoup qui vont s'enchaîner. Et à 19h30 sur l'antenne de TNTV pour toute la Polynésie. Voilà, Athéna. Effectivement, Olivier, que rendez-vous juste après ce tour d'horizon de l'actualité. Mais avant, un nouveau numéro de votre émission de 0 à 100 km/h. Les championnats du monde à vitesse est à suivre en direct TV et sur nos plateformes web. Excellente soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.